Bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Dans ce bateau, c'est assez mythique. Il faut s'imaginer, on est en Suède, il fait noir dehors, nuit noire, il est 4h30, il fait froid. Tu pars pour un truc qui est dantesque, qui est très long, tu as des grosses natations. C'est quelque chose qui fait peur un peu quand même, globalement. Donc, t'as beau avoir un bateau qui est blindé, il n'y a pas beaucoup de bruit. Tout le monde est un peu dans sa bulle à se préparer mentalement pour la magnifique expérience qu'il va vivre tout au long de la journée. Ici, tu entends parler de toutes les disciplines et de toutes les pratiques. Hugo Tormento est à mes côtés aujourd'hui, double champion du monde de swimrun. Le sport de haut niveau a toujours fait partie de sa vie. Mais c'est après avoir tourné le dos à la natation qu'il retrouve l'amour et le goût du sport. Malgré ses titres, il veut garder son équilibre salarié et sportif de haut niveau pour s'autoriser à vivre aussi simplement que ça. Dans cet épisode, il nous raconte ses doutes et surtout son premier titre de champion du monde. Ensemble, vibrons plus fort. Hugo, tu ne le sais pas, mais j'ai découvert ton histoire un jour caniculaire du mois de juillet où j'avais eu la merveilleuse idée de partir randonner dans les volcans d'Auvergne avec mes amis. L'une d'elles me parle de toi, de ton parcours sportif et des sacrifices, des entraînements que tu t'infliges, et je me dis, ce mec, il est vraiment fou. Et vu mon amour pour le sport et les athlètes de haut niveau, j'ai immédiatement eu envie d'en savoir plus. Cette amie, il se trouve que c'est aussi ta cousine, et elle nous met en relation. On finit par se rencontrer pour la première fois autour d'un micro pour mon autre podcast, Friendship. Alors, à ce moment-là, je découvre tes doutes, ta générosité, tes remises en question, et je suis sincèrement très heureuse de te retrouver autour d'un micro aujourd'hui, cette fois dans Tribune et Podium. Bonjour Hugo. Bonjour Solène, merci de m'avoir reçu. Et c'est vrai que j'avais plus en tête cette histoire avec la cousine. Et donc, pour te présenter aux auditeuristes de Tribune et Podium, je vais te demander de le faire en une phrase pour nous parler de ton sport, et ensuite une phrase pour nous dire qui tu es en dehors des bassins. Alors, mon sport, moi je suis double champion du monde de swimrun, et donc du coup c'est un sport qui lie natation en eau libre et trail. Il faut imaginer un archipel où on traverse l'ensemble des îles, donc du coup on court pour traverser l'île, on nage jusqu'à l'autre, et ainsi de suite pour faire d'un point A à un point B, tout en ayant tout le temps le matériel. C'est-à-dire que du coup je me retrouve à nager avec mes chaussures et à courir avec ma combinaison. Pas de zone de transition comme il pourrait y avoir dans le triathlon. C'est un gros challenge. C'est un beau challenge. Et après, en dehors du coup de ça, je suis directeur e-commerce pour Le Coq Sportif. Donc, tu es toujours dans le sport. Je baigne plutôt beaucoup dans le sport, effectivement. Raconte-moi un peu, toi, comment ça a commencé. Toi, tu as grandi en Nouvelle-Calédonie. Comment est-ce que tu commences le sport? Par quelle activité tu commences? Mon tout premier sport, je pense que c'était le judo. J'ai fait du judo quand je suis arrivé en Calédonie. Et à un moment, je me fais un bobo au coude ou au poignet et on me conseille de faire de la natation. Mais mon grand frère et ma grande sœur en faisaient déjà. Donc là, je me mets à l'eau. En parallèle de ça, je fais aussi l'équitation. Je passe les galops 1, 2, 3, je crois d'ailleurs. Ah oui. Et à un moment, je viens faire des compétitions un peu internationales en natation. Et j'ai un coach qui m'a pas mal marqué d'ailleurs et qui avait pris mes parents de côté et qui avait dit, bon écoutez, là le gamin, il y a peut-être un truc à faire, mais il va falloir choisir. Ça sera soit la natation, soit l'équitation, mais là on ne pourra pas tout faire de front. Je me suis après complètement consacré à la natation. Qu'est-ce qui te fait choisir la natation? Il y avait plus de résultats. Je pense qu'aussi ça facilitait un peu la vie à mes parents. Et l'équitation, c'était pas leur dada pour le coup, sans mauvais jeu de mots. Et mon père est un peu allergique à tout ce qui est bestiole et ça passait pas forcément. Sur la natation, le sport était ultra bien structuré et il est toujours d'ailleurs en Calédonie. Et donc je me retrouvais à faire dès 8 ans, je fais mes premières compétitions internationales en Nouvelle-Zélande. On avait une bonne élite déjà à ce moment-là. C'est encore plus le cas aujourd'hui avec les derniers résultats qu'on a eu là au Jeux de Paris. Et donc du coup, forcément, tu as un peu des étoiles dans les yeux, tu as plein de choses qui te donnent un peu envie à ce moment-là. Et le choix est assez évident. Tu te rappelles ce que tu ressens? Parce que si à 8 ans, tu fais ta première compétition internationale, tu te rappelles ce que tu ressens quand tu arrives dans cette piscine, que tu vois probablement d'autres grands noms qui l'étaient à l'époque et qui aujourd'hui sont des retraités, des personnes en devenir aussi, des athlètes de haut niveau en devenir. C'était des émotions assez dingues. Hein. J'en ai plein en tête. J'ai des souvenirs sur rentrer dans cette première piscine où, pour le coup, c'était en Nouvelle-Zélande. Donc, tous les anglo-saxons, la relation au sport n'a rien à voir avec la France. C'est des pays sportifs. C'est des pays sportifs. Ouais. Tout le monde pense
qu'à ça. Le matin, ils sont à l'école jusqu'à 14h, puis après, ils font tous du sport l'après-midi, que ce soit dans un milieu scolaire ou dans un milieu plus fédéral. Donc, c'était une émulsion qui était dingue dans cette piscine fermée. Enfin, moi, j'avais grandi avant La Réunion, puis après en Nouvelle-Calédonie, donc j'avais jamais fait de piscine fermée. Et donc, me retrouver là-dedans avec des gradins, ça gueule dans tous les sens. Enfin, c'était ultra galvanisant. On était en plus de ça en partenariat avec un club d'Auckland où il y avait une famille de 3 nageurs qui étaient les maîtres de la Nouvelle-Zélande et de la discipline et qui, au niveau océanique, étaient les meilleurs. Et donc c'était vachement inspirant et énorme. Et en plus, tu te retrouves on était dans des familles d'accueil à ce moment-là. Donc une année, je suis même dans la famille d'accueil de ces 3 là, les frères Bassett. Et c'était dingue, ça tirait énormément vers le haut. Donc ça, c'est un des premiers souvenirs. Et puis après, c'est les autres petites émotions que tu découvres quand tu fais ce sport-là, les premiers pipis parce que tu stresses et que tu te pisses dessus. Je me rappelle de ça, une piscine à Nouméa, être là devant un maître nageur pour une prise de temps. Et je dis, je stresse, il me sentait pas très bien. Je sais pas, j'ai mal au bide, j'arrive pas à me contrôler, je fais pipi, qu'est-ce qui se passe? Il fait, ça c'est du stress, d'accord. Et c'est bien ça, si t'as ça, c'est que tu vas bien faire. Et j'avais exposé mon temps juste après. Ouais. Et donc du coup, c'est con, mais c'était un tout petit déclic à, je pense pas du coup 8 ans, où j'ai toujours eu une relation au stress super bonne, juste grâce à ce monsieur qui était là, un bénévole, à tenir un chrono et à être là pour une prise de sang de gamin un mercredi après-midi. Un enfant, quoi. Juste pour rassurer un enfant et qui te dit, mais non, mais le stress, c'est une bonne chose, ça veut dire que tu vas bien faire. Et donc, du coup, depuis que j'ai le stress, je suis presque paniqué même quand la veille d'une grosse compète ou d'un gros événement, quel qu'il soit, si j'ai pas une petite boule au ventre, je me dis, je suis pas dedans, là, ça va pas le faire. Et là, quand tu en parles, donc tu parles que de la natation parce qu'évidemment à 8 ans on fait pas de swimrun. Enfin, peut-être aujourd'hui il y a des mini-courses, mais en tout cas à l'époque probablement qu'on n'en fait pas. Est-ce que tu te mets à rêver de devenir athlète professionnel? Pas forcément, je pense pas que c'était un motto particulier. Après, on avait des compètes où on aimait beaucoup faire venir des internationaux et notamment des grands champions australiens ou même avant qu'il explose, Alain Bernard, des Fabien Gillot, des Fred Bousquet qui étaient déjà bien en carrière, des Franck Exposito en fin de carrière, qui sont des gros noms de la natation française. Et à l'époque, je les avais accueillis à la maison aussi, un peu de la même manière que j'avais fait mon petit échange avec les Néo-Z dans une autre version. Donc c'était tout un tas d'étoiles dans les yeux et qui te font rêver, et qui te donnent envie d'aller plus loin et de te dépasser. Donc j'ai toujours eu cette envie de bien faire et d'aller plus vite et de faire mieux. Après, je pense que à ce moment-là, je m'étais jamais dit champion olympique ou je ferais à la Léon Marchand un extraterrestre et j'écraserais tout le monde. C'est peut-être, je pense, le truc qui m'a manqué d'ailleurs en fin de carrière de natation, c'est que c'était pas quelque chose que je m'étais suffisamment dit ou que j'avais coché comme étant je veux faire ça. Ouais, t'as pas rêvé quoi. J'avais rêvé mais sans objectif défini. C'est quand que tu te dis je vais arrêter d'être nageur, enfin même si évidemment dans ton sport aujourd'hui c'est quand même un gros atout d'avoir fait autant de natation, mais à quel moment tu te dis c'était cool, c'était un bon moment, mais maintenant je veux cumuler la natation avec autre chose? Ça, j'arrête 2000, je dirais 14-15, parce que c'est un moment où en fait j'ai toujours tout mené de front. Donc j'étais en internat après en France pour faire la partie lycée. J'ai fait les premières années d'école sup avec un STAPS où je faisais tout de front. Et puis il y a une année où ça devenait trop compliqué, qui était l'année de Master 1. Et là, on prend la décision avec ma famille de dire tu tentes et puis tu vas et vas-y, t'as envie. Et en fait, je sais pas, ça un moment, je me retrouve à Mulhouse dans un club où on nage beaucoup. Et les résultats sont pas totalement là. Je fais le temps, je fais pas la place, je suis pas qualifié au championnat estival qui était championnat du monde à ce moment-là. Donc du coup, je sors des collectifs, tout un tas de choses et une réalité qui revenait un peu de me dire si là tu galères pour un pauvre petit championnat du monde, qu'est-ce que ça va être pour les Jeux dans 2 ans? Est-ce que tu vas être au niveau, pas au niveau? Non mais un pauvre, parce que les Jeux c'est complètement autre chose. Oui. Et c'est en termes de temps de qualification, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus dur. Ou en tout cas à l'époque c'était beaucoup plus dur. Et donc du coup je me disais est-ce que ça vaut, le jeu en vaut la chandelle, et je m'y retrouvais plus. J'avais pas forcément le plaisir au quotidien et j'avais pas cette grinta. Donc et en même temps toujours envie de faire du sport. Même pas, non, à ce moment-là, j'étais un peu plus dégoûté du sport. Quand j'ai arrêté de nager, j'ai plus fait grand-chose pendant quelques années. J'ai redécouvert un peu la vie de personne plus lambda, on va dire. Du sédentaire. Du sédentaire, qui était, en plus de ça, un moment un peu dur, honnêtement. En fait, quand t'es sportif de haut niveau, dans ces moments-là, t'es encadré de tout, de A à Z. Tu fais rien.
tu fais rien. Alors, sur les dernières années, j'avais un appartement, donc je gérais au moins l'appartement et donc du coup tout ce qui va avec la nourriture et ouais, quand tu dis que tu fais rien, c'est qu'en termes de sociabilité, de nourriture et tout, tu vois personne, c'est des repas imposés. Enfin, alors mais pas non mes repas c'était moi qui me les faisais et puis à ce moment-là la diète était pas la nutrition était pas si développée, donc j'avais pas de nutritionniste ni de diète qui me suivait, donc je faisais vraiment ce que je voulais avec ce que j'avais comme connaissance, mais c'est plus que tout un tas de choses que tu fais dans une vie normale de personne normale, d'étudiant ou même de projets, plus je sais pas, de responsabilité sociétale ou de partage que tu as et que je faisais pas à ce moment-là, et tu prends des billets d'avion, c'est des trucs tout bêtes, hein, mais faut chercher un hôtel, enfin faut toute une tas de logistique que tu fais pas, et donc bon, quand tu retrouves un peu la vie normale, bon bah tu les prends ces trucs-là, j'ai jamais eu trop de problèmes, donc je les ai fait, mais je m'étais dit bon bah du coup c'est quoi le quotidien, c'est ça, c'est l'épanouissement, il est là, pas forcément de goût plus que ça à la vie d'une certaine manière, en me disant mais bon ok, qu'est-ce qui va me faire kiffer dans mon quotidien, qu'est-ce qui à ce moment-là va me permettre de dire ouais, j'ai passé une bête de journée. Les grosses soirées étudiantes à me bourrer la gueule, oui bon sympa une fois ou deux, mais un but en soi non, je pense pas. Les cours, avoir une note à l'école, alors j'ai un peu de chance et j'ai bien été encadré par mes parents, et j'ai toujours fait ce qu'il faut et j'ai toujours eu des plutôt bonnes notes, mais ça m'a jamais fait triper, jamais eu ces petites émotions de la petite boule au ventre de la veille du contrôle. Mais en fait, je me pose la question de qu'est-ce qui te faisait kiffer, en fait, parce que la natation, t'en faisais, c'était cool, mais t'avais pas non plus un rêve, un objectif olympique, ou tu vois, tu dis, j'ai jamais rêvé d'être champion olympique. T'arrêtes la natation et d'un coup, bah, c'est un peu le ventre mou, quoi. C'est bon, bah, qu'est-ce qui est cool dans la vie? J'en sais trop rien. Mais est-ce que la natation cachait pas un peu la forêt, quoi? Enfin, je sais plus ce que c'est l'expression. Ouais, mais... l'arbre qui cache la forêt. Ouais, peut-être que c'était ça aussi, hein. Peut-être que je faisais ça plus par habitude. Je passais par mal de questions et de process à ce moment-là, et je rêvais pas. Oui, j'avais quand même des idées, j'avais des envies de qualification pour des championnats, j'avais des petites envies de résultats, mais je pense pas, en tout cas, comme ce que j'ai pu avoir dans ma deuxième carrière, si on peut dire ça comme ça, où il y avait des objectifs déterminés, il y avait pas de barrières, il y avait pas de choses qui t'empêchent d'avancer. C'est con, mais comment dire, là, je sais plus comment est la phrase, elle est un peu bateau, mais c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et c'est un peu ça en fait, t'écoutes, mais dans plein de choses, et toi, je suppose que toi aussi tu le fais aujourd'hui avec ton podcast, hein. C'est comment toutes les choses qu'on peut te sortir, comment tu vas réussir à payer un loyer avec ça, comment c'est sympa, mais comment tu vas ramener de l'argent, enfin c'est qu'à un moment donné tout le monde pense que ça va s'arrêter, parce que voilà, et le jour où tu seras la nouvelle queen du podcast, tout le monde va dire mais de toute façon pour toi c'était facile, regarde, de toute façon t'as appelé ta cousine, là, je dis pas que ça partira de moi, hein, mais t'as appelé ta cousine, puis t'as eu un rendez-vous avec là patati patata. Oui, mais alors pourquoi toi tu l'as pas fait? Ouais. Donc je pense que oui, il y a des choses qui sont physiquement impossibles, mais que tant que tu mets pas une certaine détermination et que tu l'écris pas sur une feuille, tu le réalises pas non plus. Et je pense que c'est un peu ce qui me manquait en fait dans le côté natation. Je me suis pas rêvé, c'est que je me suis pas dit à un moment ok, en fait je peux le faire, et je veux le faire, et je veux le faire. Et aujourd'hui tu l'as avec le swimrun? Ouais, clairement. Quand je m'y suis mis et tout, je me suis dit ça, ce truc, un jour je vais le gagner. En même temps, on en parlera, mais avec le rythme que ça t'impose, t'es obligé, j'ai l'impression, d'avoir cet objectif en tête, parce que sinon c'est trop dur de se motiver, quoi. Alors je sais pas qui de la poule et l'œuf vient compenser l'autre, mais je pense que c'est plutôt effectivement dans l'ordre je veux faire ça. Ouais, et donc je m'impose un rythme. Pour faire ça, il faut faire ça. Donc voilà, bam. Ouais. Parce que si c'est pas je mets le rythme, bon bah du coup je vais faire ça avec ça. Et donc on va développer là la partie swimrun. Comme tu l'as dit, donc c'est en gros un archipel où tu vas d'île en île entre du trail et de la nage en eau vive. Je suis pas sûre que tu l'aies précisé, mais c'est quelque chose qui se fait en binôme. Ouais, tout à fait. Et donc tu es attaché à ton ou ta partenaire? Pas forcément, c'est une possibilité. Tu peux avoir un lien qui te permet de t'entraider. Si jamais il y a un petit écart de niveau, ou il y a juste un moment où quelqu'un est un peu plus fatigué que l'autre, tu peux le tirer, que ce soit dans l'eau ou sur terre, grâce à une petite corde élastique. La seule règle qu'on a par rapport à dessus, c'est qu'en fait on ne doit pas être espacé de plus de je crois que c'est 20 mètres sur terre et 10 mètres dans l'eau, pour des questions surtout dans l'eau de sécurité. Et comment tu découvres le swimrun? Grâce à mon frère. Mon frère qui, quand après ces quelques années où du coup je faisais pas grand chose, lui s'était mis au triathlon, s'était investi d'une mission de faire de faire un Ironman, et donc moi je le regardais, et j'avais quand même suivi sur 2 Alpha Ironman sur Aix, et
2-3 fois. Je lui ai dit, putain, c'est sympa quand même de te voir, t'as l'air d'avoir des belles émotions à la fin, ça te donne envie. Et puis un jour, il me chope à Noël, il me dit, bon bah voilà, on va faire un Ironman ensemble et tu vas m'aider parce que moi je galère un peu à m'entraîner, donc ça va être cool, on va faire ça entre frangins et on va se motiver tous les deux. Et en fait, sur la route de ce truc-là, il me dit, il y a un sport, ça s'appelle le swimrun, il y a un circuit Utilo, on peut faire une étape en Croatie, ça peut être cool, on vient de la natation, on sait pas faire trop des efforts de longue distance, donc ça peut être une bonne manière d'apprivoiser les efforts de longue distance pour pouvoir aller sur la route de l'Ironman qui est très long. Et ouais, c'est que nager, donc nager on sait faire, courir au pire tu marches, donc bon ça on peut y arriver. Faisons-le et puis ça nous fera une première étape d'un sport un peu plus long par rapport à mes courses qui faisaient moins de 2 minutes à l'époque en natation. Et donc on va là-bas et en fait on rentre un peu dans la sphère et on se fait embrigader par des copains qu'on se fait là-bas pour faire une deuxième étape. Puis après à la fin de la deuxième étape c'était parti. Viens, plutôt qu'aller chercher à faire un Ironman, viens on cherche à se qualifier au championnat du monde de cette discipline ensemble. Et ça n'a jamais arrêté. Ça n'a jamais arrêté, ouais. Donc ça fait combien de temps là que tu as découvert le swimrun? J'ai commencé avec mon frère en 2018 du coup. Ouais, ok, donc ça fait 6 ans. 6 ans. Parce que tu dis nager, on sait faire. Oui, bien sûr, tu as fait de la natation pendant des années et des années. Malgré tout, nager en bassin et en eau vive, il y a quand même une différence parce qu'il y a le courant et c'est pas forcément la même chose. La température de l'eau est pas la même. Qu'est-ce que tu ressens la première fois que tu fais un triathlon Ironman ou alors du swimrun, parce que c'est de la nage en eau vive les deux? Je ressens rien de particulier, honnêtement. Je faisais déjà en fait de la natation en eau libre quand j'étais nageur, parce que quand j'étais en Calédonie, on avait des circuits d'eau libre ou des spots qui étaient magnifiques. Et même en France, ça faisait partie un peu des courses de rentrée, des courses de début de saison. On avait une course qui était en Espagne à Bagnoles et on la faisait. Donc c'était pas une découverte, quoi. C'était pas une totale découverte. Et puis après, pour le coup, en fait, c'est un peu comme quelqu'un qui court sur la route, à qui on l'embarque sur du trail. Ça reste de la course à pied. Bon, il faut gérer d'autres événements avec les racines des arbres, les racines des arbres, tout ça. Non, mais je minimise pas du tout le truc, hein, mais c'est en tout cas le gap et le changement de décor n'est pas non plus une barrière. Donc on est le premier lundi de septembre 2022. J'ai pas la date, mais tu as dit 5 tout à l'heure. Donc le 5, ça serait que j'ai pas forcément retenu la date, mais j'ai retenu le premier lundi parce que c'est cette course, les championnats du monde de swimrun, c'est toujours le premier lundi de septembre chaque année. Donc c'est un moyen plus simple de retenir. Sur les championnats du monde, la distance c'est 60 à peu près, 60-61 à pied et 10 dans l'eau. Le dénivelé est assez minime, il doit y avoir 1005 ou 1006 sur l'ensemble de la distance. Mais en fait, c'est plus parce que comme on nage, on part vraiment du niveau zéro et après on fait que monter sur des petits cailloux. Et donc le dénivelé en lui-même, il n'a pas de réelle signification parce que en ressenti, c'est beaucoup plus parce c'est des îles. Hein, si jamais un jour vous avez la chance d'aller sur l'archipel de Stockholm, où c'est que des pierres et donc du coup tu sautes de pierre en pierre et donc en fait tu vas vite à monter d'un mètre, descendre d'un mètre, monter d'un mètre, descendre d'un mètre. Donc c'est jamais un gros pic comme tu pourrais avoir dans les Alpes ou à l'UTMB, mais c'est que des petites relances assez continues. Et donc du coup, je me lève tôt, il doit être 3h30 dans ma chambre avec mon partenaire Max Anderson, un Suédois. Ça fait maintenant un peu moins d'un an qu'on court ensemble avec Max. On a gagné toutes les Coupes du Monde depuis qu'on s'est mis ensemble, on fait que gagner. On a une grosse pancarte dans le dos, beaucoup d'attentes et pas mal de médias au final. C'est un premier moment où on commence à avoir pas mal de médias qui s'intéressaient à nous et à qu'est-ce qu'on pouvait faire. En plus parce que la question était de savoir quelle était la limite et jusqu'où on pouvait pousser la performance. Et donc du coup, je me lève étonnamment, alors stressé parce que l'envie de bien faire, mais juste pour l'envie de bien faire. Pas forcément de stress énorme par rapport à la course et l'événement. On était tous les deux avec Max plutôt bien confiants ce jour-là. On savait forcément par rapport aux résultats qui s'étaient passés avant qu'on était peut-être un peu au-dessus du pack et qu'il n'y avait pas forcément cette guerre-là par rapport aux autres athlètes. Mais on avait fait plein de plans divers et variés pour aller chercher la meilleure performance possible. Et yes, on fait une année Grand Chelem. On gagne toutes les Coupes du Monde et les Championnats du Monde. Ça fait même un peu écho à ce qui s'est passé, parce que là, du coup, on est le mardi 3 septembre. Hier était le lundi 2 septembre, donc c'était les Championnats du Monde 2024. Et hier, malheureusement, j'ai dû abandonner après même pas un petit quart d'heure parce que dans l'entrée dans l'eau, ma
ma compagne, parce que j'ai couru en mix cette année, elle s'est fait marcher dessus un peu, ou en tout cas elle s'est pris un coup dans l'épaule et son épaule est sortie. Et donc le stress de ce matin-là avec Max le 5 septembre 2022, c'était plus comment être sûr de ne pas faire une bêtise, mais ça peut être la blessure, ça peut être j'oublie un gel à un moment donné, du coup je prends un manque d'énergie et une hypo par la suite. C'était plus ce souci-là de bien faire et d'être bien dans mes bottes. Donc là, il y a le petit déjeuner qui est servi à 3h45. Derrière, tu te prépares un peu en même temps. En fait, c'est une lunchbox que tu ramènes un peu à ta chambre et tu manges. Et en même temps, tu es en train de te préparer tes affaires pour au final quitter ta chambre à 4h20, à 4h25 pour marcher 5-10 minutes jusqu'à un ferry dans lequel tu charges tous les coureurs. Celui-ci se décolle à 4h45 de l'hôtel où on dort la veille de la course. Tu sens que ce matin-là, plus que cette tension de coureur, alors peut-être parce que, comme je le disais, il n'y avait pas forcément de guerre entre nous, mais dans ce bateau, c'est assez mythique. Hein. Il faut s'imaginer, on est en Suède, il fait noir dehors, nuit noire, il est 4h30, il fait froid. Tu pars pour un truc qui est dantesque, qui est très long, tu as des grosses natations. C'est quelque chose qui fait peur un peu quand même, globalement. Donc, tu as beau avoir un bateau qui est blindé, il n'y a pas beaucoup de bruit. Tout le monde est un peu dans sa bulle à se préparer mentalement pour la magnifique expérience qu'il va vivre tout au long de la journée. Et donc du coup, après, le bateau part, tu en as pour une demi-heure de navigation pour arriver jusqu'au point de départ. Là, dans le bateau, on fait un peu des check-up et des rappels de tout ce qu'on s'est dit sur le plan avec Max, et on finit de se préparer. On fait les dernières petites pauses pipi avant de quitter le bateau, et là tu arrives à bon port. Là faut basculer les affaires d'un bateau à l'autre, parce qu'il y a un bateau qui va ramener les affaires à l'arrivée, et se préparer. Puis le départ il est donné à 6h du matin, et à 6h c'est parti. Et donc comment se passe la course ? La course, incroyable. On part, et vraiment on était dans un autre monde à ce moment-là, j'ai l'impression. Dès la première course à pied, en fait, il se passe un petit truc. Il se passe même deux choses. Je mets une paddle, et là, pam, l'élastique se casse. Donc, sur une paddle, c'est une espèce de plaque en plastique que vous avez sous la main pour pouvoir pousser un peu plus fort, et où il y a des petites liaisons en plastique pour venir tenir votre poignet ou tenir vos doigts. Et donc, il y a une des liaisons plastiques élastique qui tient mon poignet qui se casse, et c'est un peu embêtant au tout début de la course. Donc ça, c'est le premier sujet, et en fait derrière tout se passe un peu vite, et c'est un moment où on passe dans une partie un peu forêt. Enfin, t'es sur un chemin très droit, et là d'un seul coup on te dit va à gauche dans la forêt, et tu pars dans la gauche, et tout se passe dans un moment très précipité, et on a cette fameuse corde qu'on évoquait plus tôt entre Max et moi, et donc là il y a un arbre, et bien sûr Max passe à gauche, je passe à droite. Donc un départ un peu cafouillis, mais qui au final était une bonne chose, parce qu'on avait à ce moment-là une stratégie de il faut que sur la première natte on se mette à l'eau là où il n'y a pas les autres, parce que on savait que tout le monde était des bons nageurs, et ils allaient vouloir, on savait que tous les autres savaient qu'on était des bons nageurs, et qu'ils allaient vouloir prendre nos pieds. Prendre nos pieds, c'est un peu comme drafter en vélo, pour ceux qui font du vélo, hein, c'est se coller vraiment dans la lignée, dans le sillon du nageur qui est devant, et ça permet de prendre un peu plus facilement de la vitesse sans trop se fatiguer. Et donc notre objectif était un peu de créer une cassure grâce à ça, et en fait au final, sans le vouloir, on a réussi à le faire de cette manière-là. Et là se passe la première natation qui se passe bien. On arrive de l'autre côté, là il y a une deuxième course à pied. Du coup Max, très, très lucide à ce moment-là, dit tiens Hugo, prends les deux plaquettes qui vont bien, moi je prends la plaquette qui va moins bien, parce que étant avec mon passé meilleur nageur que lui, il me dit c'est plus important que toi tu sois devant, que tu aies le bon bateau, c'est pour mieux tirer plus fort, et puis moi je m'adapterai. Et donc là on avance sur cette première île, on fait une deuxième natation, une deuxième île, et là il y a une troisième natation, et là Max perd la paddle dans l'eau, en plein milieu de l'eau. La paddle s'enfonce et plonge, et là il commence à la chercher et tout. Je lui dis mais qu'est-ce que tu fais? J'ai perdu la paddle, je la cherche. Vous étiez devant à ce moment-là? Là, on était devant, bien devant déjà. Okay. On avait déjà une minute, je pense. Et je dis mais Max, on s'en fout. C'est pas ça qui va nous empêcher de gagner. Allez, on avance, fonce. Et en fait, toute la journée était jalonnée de petits détails, petits moments comme ça où, qu'importe ce qui nous arrivait, il y en avait toujours l'un ou deux qui revenait avec un truc très terre à terre et très mais importance du problème. Aucune. Allez, ciao, avance. Heureusement en fait, parce que s'il avait perdu je sais pas combien de temps à chercher
Ouais, on aurait pu. Tu peux perdre du temps à le chercher, à te paniquer, à te mettre dans un moment de stress. Je le trouve pas. Tu perds de l'énergie aussi. Tu perds de l'énergie, t'as les montres qui reviennent. Donc, non, ça a été une énorme chance. Et puis bon, après, toute la journée, ça s'est continué et enchaîné comme ça. Et plus ça va, plus on se sent bien et on sait qu'on augmente la distance. Mais ce qui est assez rigolo là-dessus, c'est que même si tu es confiant et qu'on te dit qu'on augmente la distance, tu as toujours un peu ce stress de sur un événement qui est très long, je vais prendre un coup de bambou, ils vont revenir pour je ne sais quelle raison, alors qu'à un moment, on nous a annoncé avec quasiment déjà plus de 15 minutes d'avance, et tu dis 15 minutes d'avance, ça commence à être un peu confortable quand même. Et on était encore dans des moments de stress pour des petites conneries à cause de ça. Enfin, c'est rigolo là. Les perceptions mentales quand t'es plus en totale possession de tes moyens parce que t'es un peu fatigué. Oui, parce que la course dure combien de temps? Et du coup, ce jour-là, on fait le record et on fait 7h59. Ah ouais, 7h pile. 7h pile. Ouais. Et oui, du coup, pendant toutes ces 7 heures de course, forcément que parfois t'es pas lucide et que t'as des réactions qui sont un peu. Oui, parce que tu prends des décisions un peu hâtivement et puis t'es encore à courir avec les pulses à 180. tu penses à la nutrition, tu penses à la section d'après, tu penses à ton partenaire, tu penses à beaucoup trop de trucs. Et comment se passe le passage de la ligne? Il faut imaginer que donc il y a cette grande banderole là, devant la ligne d'arrivée pour les premiers quand ils arrivent qu'ils puissent la récupérer. Comment ça se passe pour vous? C'était un moment très mouvant parce que là, il y a mon frère qui était en plus sur le côté, qui était en train de me filmer, faire un live sur les réseaux sociaux, et je crois que c'est la première et seule fois que j'ai vu mon frère pleurer et me prendre dans ses bras. C'était un moment assez sympa, mais l'émotion était même un peu plus tôt encore dans la course parce que comme je disais, il y avait pas mal de péripéties et il y a eu un moment où Max a eu un petit coup de moins bien sur une longue portion de course à pied, et puis là je l'embarque, je mets la corde et je commence à tirer comme un espèce de tracteur là sur cette longue portion de course à pied, et puis après on arrive sur les plusieurs petites îles qui arrivent avant la dernière île, et en fait je commence à regarder le temps et puis je commence à faire des calculs dans ma tête, et en fait beaucoup plus tôt dans l'année, l'ancien record du monde était à 4h43, je crois. Et on avait commencé à dire, qu'est-ce qu'on ferait comme temps? Max avait dit 4h30. Après, j'ai dit, on peut faire peut-être un peu mieux. Attends, tu parles de 4h. Pardon, excuse-moi, c'est 7h43. Ouais, attends, je me disais. Excuse-moi, j'ai trouvé. 7h43. Là, c'est un sacré record. 7h43. Et on s'était dit, du coup, Max disait peut-être 7h30. Moi, je dis, allez, on peut faire peut-être un peu mieux et tout. Puis un jour, j'avais lancé dans le vent quand même, je serais beau de faire moins de 7 heures quand même. Et on avance sur les dernières îles, et puis je dis à Max, mais si ça va être tendu, mais c'est encore jouable quand même. Et là, c'était un moment où quand même Max sortait de cette petite partie qui était un peu plus compliquée pour lui, mais c'était de la route. Et donc du coup, le moment où on reprend ces échanges-là, on est sur cette petite île et c'est un moment beaucoup plus technique, et Max est beaucoup plus fort que moi là-dessus. Et là, il commençait à mettre des vents et tout parce qu'il était, il était un peu euphorique par rapport à ce que je venais de dire, mais comme il est beaucoup plus rapide que moi là-dessus, je fais oh foiré, ça fait 1 heure que je te tire là, attends-moi, montre-moi le chemin quand même. Et il se passe ça, et après on revient sur la terre ferme. Mais il était quand même il était excité, mais il était calmos en disant finissons, ça sera beau. Et on revient sur la terre ferme pour cette dernière île, et ça je me rappellerai, mais je crois toujours. Il est derrière moi parce que je suis devant dans l'eau, et on commence à courir un peu, et là il dit Hugo, est-ce que tu as vu la montre? Et là je regarde la montre, je fais oui. Il dit tu sais ce que je pense? Je fais oui. Il dit tiens la corde. Et c'est un moment vraiment, mais c'était on se dit les choses sans se les dire, et il me donne cette corde et il me dit allez, ramène-moi à la maison et démerde-toi pour qu'on fasse moins de 7 heures. Et puis il met la parce corde. Parce que la montre elle était à combien à ce moment-là? Il restait un petit quart d'heure pour faire 3,8 km. Et à la fin, pour ceux qui courent un peu, ça va vite, mais ça va pas très vite non plus, c'est pas totalement incroyable. Mais quand tu es à la fin de 70 bornes, il faut courir quand même un peu vite pour les faire. On est passé à 1 minute près, mais, 59 secondes. mais à 59 minutes du coup pour être en dessous. Mais là, c'était un moment, c'était une émotion folle. J'étais en train de courir comme un débile, plein de balles. Là, et du coup, quand tu passes la ligne, est-ce que t'as un sentiment un peu de frustration de te dire merde, on a tout donné sur les 3 dernières bornes pour passer en dessous des 7 heures? C'est super, on est champion du monde, on bat le record, mais on était à 1 minute quoi. Ouais, mais bon, si tu pourrais, hein, mais
comment dire, déjà on était en train de mettre 42 ou 43 minutes au record du monde, on était champion du monde, on avait achevé tout ce qu'on voulait. Il y avait mon grand-père qui malheureusement aujourd'hui n'y voit plus rien était là aussi et a vécu les émotions à travers les cris et qui lui aussi a pleuré ce jour-là d'ailleurs. Donc ça aussi c'était assez émotionnel. Le jour où tu fais ça, après on dit pourquoi tu fais pas 8h moins de 8h50 et après en fait le truc s'arrête jamais, donc on avait tout ce qu'il fallait pour satisfaire déjà ce jour-là. Et donc c'était la première fois à la fois pour toi et pour Max que vous décrochiez ce titre de champion du monde. Parce que dans votre discipline, vous pouvez être en binôme avec différentes personnes et changer entre guillemets régulièrement. Donc ça aurait pu que Max soit déjà champion du monde. Mais... Non, c'était pas le cas. C'est un peu comme, je sais pas, je prends la Champions League en football. En fait, au final, tu représentes un club. Donc là, nous, on représentait des sponsors ou notre binôme, mais il n'y a pas de notion de nation. Donc il n'y a pas eu ni de Marseillaise, ni de, je ne sais pas s'il a un nom, mais l'île suédois. Donc, il n'y a pas eu de ça. Et c'est pas un sujet, effectivement, dans notre sport. Du coup, le podium, il a peut-être... Enfin, je dis pas qu'il a moins de valeur, mais il est moins chargé en émotions, peut-être, que ce qu'on a pu voir là tout l'été, par exemple, sur les Jeux ou... C'est un moment qui était dingue, hein, parce que tu passes la ligne d'arrivée et après tu attends jusqu'à 20h que la deadline pour passer la ligne d'arrivée tombe. Et après, 20h15, il y a le podium. Et donc, du coup, tu as tout le monde qui est là, les coureurs, les accompagnants, les médias et tout ce que tu peux imaginer. Et comme on avait fait une perf qui était significative, il y a eu pas une hola, mais... une ferveur, standing ovation. Et c'était assez fort d'être là, d'être devant la famille qui était venue ce jour-là, tout le monde, et de se dire voilà, ça je me suis dit ça en 2018, là on est en 2022 et c'est fait. Et vous rempilez pour redevenir champion du monde l'année d'après. Ce deuxième podium de champion du monde, enfin ce deuxième titre, il a la même valeur? Il a une énorme saveur, elle est complètement différente. En fait, sur la deuxième année, je me retrouve à avoir le Covid 7 jours avant le départ. Et donc, du coup, être bloqué, à ne pas pouvoir courir avant 2 jours avant le départ, et à être complètement essoufflé, et être dans des situations de stress énormes, de doute complet, de ça va le faire, ça va pas le faire. L'objectif au départ, ce jour-là, était plus de... de toute façon, on est engagé dans un process, il y a des sponsors et tout ça, donc on y va et on verra. Et puis, le moment où on mettra le client, on mettra le client. Et donc là c'était un process qui était un peu différent. C'était vraiment prendre chaque chose comme elle vient. On avait anticipé 2-3 idées pour avoir pour pas être trop surpris, mais après, on pensait jamais trop loin dans la course. Et en fait, une chose en menant une autre, ça reste sur le devant du paquet. Physiologiquement, ça tient un peu, ça tire fort, mais ça tient. Après, je me sors le genou, et là, c'était un peu plus compliqué à nouveau. Donc là, on se repasse deuxième. Puis au final, on revient. Et puis, le moment où on revient, là, on tente un coup de bluff un peu en disant allez, on part et on verra. Et après, Max... sur la même longue course que l'année d'avant où lui était pas bien, c'était moi qui était pas bien. Okay, donc et donc là c'était là c'est là où lui m'a ramené à la maison, jusqu'au bout et là l'émotion était forte parce que c'était une semaine très compliquée avant les championnats du monde où le Covid ça te met bien bas quand même. Il y avait eu des grosses montagnes russes avant, alors que pour le premier titre vous étiez largement favori, vous étiez en bonne forme, donc c'était aussi une belle émotion. Aujourd'hui, c'est toujours vous qui détenez le record du monde. Ouais. Et bravo, déjà. Merci. L'excitation. Et je pense que c'est le mot que j'ai dit le plus les 72 précédentes heures. Si on repart à peu près 40 heures en arrière. C'était avant ce départ-là, j'étais excité. J'avais vraiment envie de prendre le départ. J'étais excité par le challenge de dire, un peu comme en 2022 en fait, d'une certaine manière. Il n'y avait pas forcément de pression du classement parce que de par la catégorie mixte, on était assez serein là-dessus. Donc sur le championnat du monde 2024, tu parles. 2024, ouais, tout à fait. Pardon. Mais par contre, j'étais excité de voir est-ce qu'on peut venir titiller les mecs ou pas. Et ça m'excitait de dire on a mis tout ce travail en place, on est bien. Pour l'instant, beaucoup de monde y croyait en tout cas et on nous a encouragé beaucoup pour aller chercher ça. Et avec Amanda, on n'a pas encore eu l'occasion de courir ensemble tous les deux avec 100% de nos moyens.
Donc, moi, j'étais excité de voir ce qu'on pouvait faire. Là, il y a peut-être un peu plus de frustration là aujourd'hui que d'excitation, Ouais. mais elle reste là quand même, parce que même en le disant, ça me donne le sourire et si ça me reste en travers la gorge, c'est aussi parce que j'ai toujours cette excitation de le faire et de savoir et de. Ouais, qu'est-ce que ça peut donner, quoi. Parce et de voir ce que ça peut donner. Vous êtes arrêté au bout de 5 minutes, 10 minutes 15 à peu près. Ouais. 15 sur une course qui s'est gagnée cette année avec les conditions météo un peu compliquées, 7h56, je crois. La colère. Oh. Intéressant, vas-y. Je pense à ça, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment le mot de la colère. C'était après c'est un truc qui m'a beaucoup servi. Je crois que j'ai fait que 2 abandons dans ma vie. Abandon au sens premier du terme, pas abandon pour blessure, mais abandon genre je jette l'éponge et parce que j'ai la flemme ou parce que parce que je suppose être au bout et cette amertume en fait de ces 2 fois-là, l'impression d'être, enfin la performance n'était pas là, je passais pas un bon moment, enfin il y a plein de choses qui allaient pas. C'était sur du swimrun, du triathlon et du swimrun, je crois. Ouais. En tout cas du triathlon c'est sûr, et la deuxième j'ai toujours un doute sur la deuxième. Ouais, le moment de dire ouais, je suis au bout, j'en peux plus, j'arrive plus, ça va pas. Et en fait, le moment où tu t'arrêtes, 3 minutes après, tu vois les autres courir et t'es là, tu dis quel con. Ouais, tu dis t'es trop con. T'es trop con. Par flemme, parfois par facilité de, tu sais, c'est un peu comme moi, ça ferait rire ma compagne, mais je suis un peu tout blanc tout noir et un peu je fais pas et j'ai un peu un problème avec la bouffe par moment, avec tout ce que je m'entraîne. Et donc, du coup, tu sais, j'assimile ce sujet-là à t'as craqué sur un truc bête. Et c'est vrai que là-dessus où je m'entraîne pas très bien, c'est pourquoi je pensais à ma compagne, c'était tout ce qui est alors les bonbons, j'aime pas ça, mais le chocolat, j'aime beaucoup. Tous ces trucs, pâte à tartiner et tout ça. Et en fait, le plus simple, les gâteaux aussi, et le plus simple, c'est juste de ne pas en acheter. Parce qu'en fait, s'il n'y en a pas d'acheter, du coup, tu n'en as pas à la maison, mais du coup, tu vas pas craquer. Et là, la colère, un peu, pourquoi je fais le lien avec ça, c'est que c'est en fait, oui, quand tu cours, si tu as la flemme, tout le monde peut s'arrêter, en fait. Quand il veut, pour quelconque raison. C'est juste à toi de pas prendre cette opportunité-là. C'est quel chemin c'est un peu comme le chocolat, quoi. Il suffit de ne pas le manger, mais tu l'as mangé. Et, puis voilà. Et c'est marrant que ce soit de la colère parce que du coup, t'es en colère contre toi d'avoir pris ce chemin de facilité, quoi. Ouais, mais c'est de la colère, c'est de la honte. Enfin, c'est pour ça que le mot colère, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça, mais c'est peut-être pas le bon mot, mais voilà, ça m'a fait penser à ça, donc du coup j'ai sorti ça. Comment elle est arrivée l'opportunité de courir avec Amanda, vu que tu avais toujours fait des binômes avec Mathieu, avec Max, avec ton frère? Les premiers championnats du monde que j'ai fait, c'était avec une femme. Ah ouais, ok, ça tu vas chez Et c'était avec une femme, et en fait c'est à cette deuxième, ce qu'on se disait un peu plus tôt, la deuxième Coupe du Monde où avec mon frère on a un peu vrillé, échangé de projets entre Ironman et Swimrun et Otilo. Sur le bateau du retour, en fait là-bas sur cette course-là il y avait eu un binôme mixte d'un groupe qui s'appelle Envol, qui s'était séparé parce qu'ils se sont engueulés. Et en fait, dans un binôme mixte, ce groupe Envol comptait beaucoup sur ce binôme mixte pour les championnats du monde. Et dans un binôme mixte, l'important, c'est pas l'homme, c'est la femme. Parce que, grosso modo, c'est un peu bête et méchant ce que je veux dire, mais statistiquement, il va être beaucoup plus compliqué de trouver une femme ultra performante pour tenir un homme que de trouver un homme qui aura le niveau de la femme. Statistiquement, c'est comme ça. Oui, sur les sports d'endurance. Ouais. Sur les sports d'endurance, hein, j'entends. Pas dans tous les sports, mais sur les sports d'endurance, c'est plutôt vrai. Et donc, du coup, le groupe s'est retourné sur cette fille-là, et donc, du coup, il fallait trouver un nouveau binôme pour cette fille-là. Et en fait, sur cette course, les fameux copains qui nous ont embarqués pour venir cette deuxième course-là connaissaient cette fille-là, et donc, du coup, avaient parlé de moi en disant tu devrais regarder, c'est un ancien nageur, il pourrait te tirer dans l'eau. Parce que ça, c'est un gros avantage quand même avec le fait qu'importe soit derrière toi, dès que tu es un gros nageur, avec les pool boys et autres, que tu sois une fille, un garçon, enfin ça on s'en fout pour le coup. Il y a quand même une question de poids, mais ça on s'en fiche. Et après, pour la course à pied, comme c'est un nageur, il avait un gros cœur, ça devrait le faire, il devrait réussir à suivre ton niveau à pied. Et donc du coup, je me suis fait embarquer pour mes premiers championnats du monde, dès ma première année où j'ai fait du swimrun. Après mon premier swimrun, du coup, 4 mois après mon premier swimrun, je faisais les championnats du monde une première fois. Ah, moi je pensais que tes premiers championnats du monde c'était avec ton frère. Dans ma tête, j'avais gardé ça. C'était les deuxièmes du coup. Ça, okay. Ça c'était les deuxièmes.
Donc t'avais couru donc avec une femme, donc mes souvenirs étaient mauvais. Et donc du coup après avec Amanda, avec Max, on avait un peu laissé traîner le sujet en se disant bon bah tu prends ce tournant de ta vie, tu vois comment tu arrives à t'installer en Norvège et à évoluer là-bas, et puis après on verra. Puis en plus presque la question à ce moment-là elle était plus de se dire bah on fera pas les mondes, puis au pire c'est pas grave quoi, je ferai autre chose cette année-là. Et en fait, de fil en aiguille, dans des discussions, Amanda, son partenaire, lui, faisait une autre course et n'était pas disponible pour les mondes. Et lui avait commencé à lancer un peu le truc de bah, vous devriez courir ensemble, vous devriez encore ensemble, en passant par Max. Et en fait, du coup, à force de qu'on se le dise, on a fini par parler avec Amanda et puis on a fait les mondes là-dessus. Vous allez retenter votre chance l'année prochaine, ou pour l'instant, vu qu'on est juste le lendemain de la course, tu sais pas, parce qu'il faut digérer le fait que vous n'ayez pas pu courir, que... Ouais, je sais pas te dire, mais c'est pas par rapport à ça, c'est par rapport à ce qu'on disait en off avant qu'on commence à enregistrer. Hein, c'est que on voit beaucoup la surface immergée de l'iceberg, celle qui est émergée, on la voit moins. Et du coup, ça, c'est se lever tous les matins à 5h45. C'est à chaque fois, c'est un été où je pars pas faire des vacances parce qu'il faut s'entraîner. C'est tout un tas de choix, donc c'est pas des choix que je peux prendre tout seul, c'est des choix que je peux prendre avec ma compagne. J'ai toujours, en tout cas, on procède comme ça ensemble, et je veux qu'on continue sur ce sujet-là parce que c'est important. Tous les matins quand il y a un réveil qui sonne à côté de toi, il faut que tu saches pourquoi. Hein. Et donc ouais, c'est un truc qui me prendra un peu plus de temps pour être mûrement réfléchi et prendre une décision. C'est quoi le rôle de tes proches dans ton activité de sportif? Parce que tu as beaucoup parlé de ta compagne, tu as beaucoup parlé de ton frère, de tes frères et sœurs qui faisaient de la natation, donc de fait, tu as été aussi faire de la natation, de tes parents qui t'ont demandé de choisir entre l'équitation, la natation, ton grand-père qui était là au championnat du monde. Enfin, c'est quoi le rôle de ton entourage dans tes entraînements, dans le soutien aussi peut-être? Oh, il est... C'est compliqué à le décrire parce qu'il est infini, il est énorme. Je dirais celle qui est le plus au quotidien, forcément, c'est ma compagne, parce que c'est celle qui vit, elle est là. Mais en plus, elle apporte un soutien non négligeable. Hein. Elle accepte tout un tas de choses. Le matin à 5h45, quand des fois elle sent que je galère à me lever, elle trouve toujours une petite connerie à me dire pour aller dire allez mon champion, ça va le faire et tout. Et elle le fait, et elle le fait à chaque fois où elle sent que ça galère, quoi. Et je n'ai jamais rien demandé. Elle gère mes réseaux sociaux quand je suis fatigué, que j'ai la flemme. Enfin, je n'ai pas des gros réseaux sociaux non plus, hein, mais que j'ai des trucs à faire, elle le fait. Enfin, bref, c'est tout un tas d'investissements. La famille à côté de ça, en fait, c'est plein de trucs qui sont presque pas palpables. C'est de dire, les gens, ils ont accepté tout ce que je fais sans poser de questions, sans mal le vivre. C'est-à-dire que ils savent qu'il y a un moment où je vais partir m'entraîner, ils savent que je suis végétarien, ils savent que... Mais ça n'a jamais été un sujet, en fait. Et rien que le simple fait que ce ne soit pas un sujet, ça, c'est déjà un énorme soutien. C'est plus de sacrifices pour qui? Pour toi ou pour eux? Bon, tu les écoutes, ils te diraient que non. Hein. Ils te diraient que non. C'est vrai que moi, souvent encore, je leur dis merci de te déplacer à mes parents et tout. Ils me disent, mais écoute, gamin, des journées comme ça, c'est cool. Hein, donc vas-y, recommence ça. Donc c'est ce que mes parents me répondent le plus. Ma compagne, elle me dit à peu près pareil. Il y a des moments, je pense qu'elle est un peu plus saoulée parce qu'elle aimerait faire autre chose. Mais globalement, elle sait aussi que c'est là où je m'épanouis et c'est ce qui apporte le reste de mon équilibre. Donc, ouais. Et toi, aujourd'hui, tu as ton activité d'athlète et tu as une activité professionnelle à côté. Ouais. Est-ce que dans tes rêves les plus fous, tu aimerais vivre à 100% d'une activité sportive, ou justement ton équilibre, il est aussi là-dedans d'avoir une activité pro qui reste dans le sport mais sans te dépenser, quoi? J'ai déjà été, du coup, j'ai été étudiant et nageur pro. Il y a un moment, j'ai fait que pro. À ce moment-là, ça m'allait pas. J'étais pas dans un bon équilibre. Là, aujourd'hui, j'avais mis beaucoup le taf devant. J'ai trouvé un très bon équilibre aujourd'hui, j'arrive à faire les deux, mais un meilleur équilibre en tout cas, j'arrive à faire les deux. Mais je suis monté dans des niveaux de responsabilité où j'ai beaucoup de travail et de charges de travail dans une entreprise qui est très demandante. Donc c'est par moments un peu lourd et je pense que je peux pas tenir ce rythme-là trop longtemps non plus, parce qu'il y a un moment où ça va pas tenir. Je sais pas combien de temps je le tiendrai. Tant que ça va, ça va. Il y a des moments où je me mets à rêver de dire je vais trouver des sponsors et je vais m'y consacrer vraiment au sport et faire les choses différemment. Ça, c'est quelque chose qui me passe de plus en plus par la tête. Pour l'instant, j'ai pas l'opportunité déjà.
Et même si j'ai l'opportunité, je ferai pas que du sport. C'est-à-dire que j'aurais forcément une idée derrière la tête de je suis en train de monter un business en parallèle pour vraiment faire monter une structure avec une image, je sais pas, ou juste faire du conseil par rapport à toutes les compétences que j'ai gagnées professionnellement et que je peux utiliser pour partager et aider ne serait-ce que mes sponsors. Ça peut être aussi un échange de bons procédés. Donc ça sera un truc qui, je pense, me botterait. Mais tu te dis jamais j'en ai marre, j'arrête tout, ça suffit quoi. Non, pas aussi violemment que ça. C'est-à-dire que oui, il y a des moments où je peux me dire ouais là c'est lourd, ça fait beaucoup, il y a beaucoup de choses en même temps. Après, je ne pourrais pas ne pas faire de sport. En fait, je pense que je deviens vite très très chiant, comme quelqu'un qui peut être grognon quand il n'a pas mangé. Je pense que je suis insupportable. Et, pas de chocolat et pas de sport, j'ose même pas imaginer. Charlotte, la pauvre. Mais non, pas de sport complet serait pas possible. Il y a des moments où je me pose des questions de faire différemment et de faire des projets un peu moins long-termistes qui m'amèneraient moins d'implication mentale et un peu plus de flexibilité. Mais je cherche encore à le trouver, cet équilibre-là, parce que j'y arrive pas trop. Et la réponse de ma compagne, encore une fois, est plutôt bonne, c'est de dire mais de toute façon tu n'y arriveras pas. Parce que c'est globalement, et c'est dans quasiment tout ce que je fais, mais que ça soit du ménage ou je ne sais quoi, c'est soit tu fais pas. Donc tout blanc, tout noir. Le 50-50, ça marchera pas. Qu'est-ce qui fait qu'on a toujours envie, enfin c'est relatif parce que tu l'as dit que tu n'avais pas toujours envie de te lever le matin à 5h45, mais où est-ce qu'on trouve la motivation de se lever tous les matins pour aller s'entraîner quand on a déjà 2 titres de champion du monde? C'est quoi? C'est un nouvel objectif? C'est de nouveaux challenges? Qu'est-ce qui fait qu'on a encore envie de se lever? Il faut trouver nos objectifs. Il faut le trouver, il faut trouver la certitude, il faut trouver un peu l'histoire du rêve du début de la discussion. Là. On reboucle un peu, hein, mais c'est ça. Et c'est ce qui, au final, m'a amené à faire cette course aussi avec Amanda. Là. C'était qu'il y avait ce petit challenge un peu qui, même si je ne l'ai jamais trop dit, qui me titillait de me dire et si on battait les mecs, ça serait bonheur. Donc, il faut réussir à trouver ça, et c'est peut-être là aussi ce qui m'amène à avoir un peu de mal à répondre à la question de tout à l'heure sur est-ce que je le refais avec Amanda l'année prochaine ou pas. Ça m'a motivé cette année, est-ce que ça motivera l'année prochaine? Le swimrun, ça m'a motivé toutes ces années-là. Est-ce que c'est un autre sport différemment? Il y a le trail qui me fait de l'œil, il y a d'autres choses, il y a d'autres événements aussi dans le swimrun super long, dans une course de 250 km qui est en itinérance et en autonomie qui est assez intéressante. J'allais justement te demander si tu avais pensé à d'autres disciplines, alors toujours plus ou moins proches de la natation, du trail ou du vélo, parce que tu as dit que tu avais fait quand même des triathlons. Là, c'est vrai que on enregistre juste après le week-end de l'UTMB, donc j'ai ça en tête de me dire, en fait, ça pourrait être un challenge peut-être qui pourrait t'intéresser, mais est-ce que tu as déjà pensé justement à te dire, je change de discipline pour me lancer des nouveaux défis? Ouais, j'ai déjà pensé. Ouais. Et tu as des trucs un peu en tête? Le trail, clairement le trail. Après, de dire je change de discipline, peut-être pas non plus. Je vois comment j'ouvre la porte. Mais il faut que je trouve aussi un équilibre et savoir si je mets complètement le swimrun de côté. Je ne suis pas sûr d'être prêt à mettre le swimrun de côté aujourd'hui, non, clairement pas. Mais m'investir un peu plus dans le trail et monter en puissance dans le trail. Et puis après, si un jour il faut prendre une décision, je la prendrai. Mais le trail. Vu qu'on est dans un podcast qui s'appelle Tribune et Podium, qui fait le lien entre supporter et athlète, toi, en tant que supporter, dis-nous quel est ton club de cœur? Moi, c'est l'Olympique Lyonnais, tu vois, par exemple. Ouais, mais ça, j'aime pas trop le football. Après, ça peut être un athlète. Je dirais un drapeau, la France. Ok, l'équipe de France dans sa globalité. Voilà sa globalité. Ok, et merci beaucoup. Et puis on te souhaite de belles réussites dans les différents projets, que ce soit en swimrun, en trail ou autre. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cette histoire de sport et d'émotion. Cette aventure, je veux la vivre avec toi, tel un supporter prêt à clamer ton bonheur et parfois tes peines. Ensemble, nous allons vibrer plus fort et pour ça, je compte sur toi pour t'abonner à Tribune et Podium sur ta plateforme d'écoute préférée. Je suis très curieuse de savoir quel athlète tu aimerais entendre dans ce podcast, alors dis-le-moi en MP sur Instagram, sur le compte Tribune Podium, ou tout simplement en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. On se donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir des histoires humaines dans Tribune et Podium. Écrivons ensemble notre histoire sportive. Ciao!